Nous revenons toujours pour poursuivre les débats très intéressants et très passionnants. Certes, il nous faudra beaucoup d'heures pour en parler, mais nous essayons de faire un peu court et précis. Monsieur Kolso, donc je disais, gardez l'idée quand même, parce qu'on va revenir quand même vers vous. Maître Benbalam, je voudrais me tourner vers vous, parce que vous voyez, durant cette période de résistance des Algériens contre l'occupation française, il y a eu aussi des crimes, mais on en parle très peu. Ça n'a pas été vraiment médiatisé, comme par exemple du temps de la guerre de libération. Il y a eu également des génocides, peut-être qu'ils n'étaient pas appelés tels comme ça, génocides, mais n'empêche qu'avec du temps aujourd'hui, et que ça a été répertorié, c'est des génocides qui ont été commis. C'est des massacres, c'est des carnages. Tout à fait. Écoutez, l'histoire évolue en même temps que le droit. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que l'appellation génocide n'existait pas. En fait, dans la période, la première période dont nous avons parlé, on les appelait même pas des crimes. Les Français n'appelaient pas ça des crimes. C'était prémédité, Maître Même Benbalam? pas. Même pas. Pour eux, c'était un fait tout à fait naturel. On avance, on tue, on libère des espaces, on occupe, le déni, etc. Donc, tuer un Algérien, c'était absolument rien. Même les résistances, ils voulaient même pas en parler en tant que résistance. Nous appelaient les brigands des grands chemins. Évidemment, ils n'ont jamais voulu reconnaître la valeur de nos chefs historiques de l'époque. Oui, tout à fait. Exactement. Les indigènes, quantité insignifiante, on peut tuer et passer. Mais à partir de quand le droit a commencé à s'infiltrer dans ce type de crime? Eh bien, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est lorsqu'ils ont eux-mêmes subi le nazisme, c'est quand ils ont eux-mêmes subi la mort, ont subi la torture, etc. Le procès de Nuremberg a été dans l'histoire une référence, quelque chose de très important, parce que c'était le jugement des auteurs des crimes nazis. Et là, le mot génocide est apparu, parce que c'est un mot qui est récent, n'est-ce pas? Et le procès de Nuremberg a été une rupture entre l'histoire coloniale, l'histoire banale et le droit de l'histoire. À partir de là, le mot génocide a commencé à avoir un sens. Et il a fallu attendre le 17 juillet 1998, le statut de Rome, qui vient justement définir pour la première fois juridiquement ce qu'est le génocide. Et également, il est venu porter une base juridique, une base sanctionnelle, à savoir le génocide est un crime contre l'humanité. Vous voyez l'évolution du droit, comment elle s'est faite. Oui. Et à partir de la notion de crime contre l'humanité, nous avons une autre notion que jusqu'à présent, les signatures du statut de Rome ne veulent pas reconnaître. Et ils ont tort, à mon sens. Ils disent qu'ils ont raison. Moi, je dis qu'ils ont tort. C'est que le crime est imprescriptible. Oui. Si ce crime est imprescriptible, cela veut dire quoi? Parce que pour eux, ils vous disent, bon, on ne peut parler de l'imprescriptibilité de ce crime qu'à partir du 17 juillet 1998. Mais moi, je leur dis, si un crime est imprescriptible, c'est-à-dire que je peux revenir à 1830 sans aucun problème. C'est le problème de la rétroactivité du droit, c'est là qu'ils mettent ça en avant. C'est une là. façon de Donc, se couvrir. c'est pour se protéger, Absolument. pour ne pas être poursuivi. Mais ce crime contre l'humanité, il faut aller un peu plus loin dans le raisonnement juridique. Il a été commis par qui? Est-ce que c'est des actes isolés, auquel cas on poursuit la personne qui a commis ce crime, ou alors c'est les crimes qui sont initiés par l'État? Et s'ils sont initiés par l'État, donc il va falloir réfléchir à la notion de crime d'État. Cette notion de crime d'État tarde à venir. Je me souviens que Maître Vergès, Maître Savria, etc., à l'époque, j'ai travaillé avec Maître Vergès sur la question du crime d'État. Et ça a été difficile. Il a initié la notion de crime d'État, mais il a également initié avec Maître Zavrian, un autre et Maître Courégé, une loi qui n'est jamais passée, évidemment. Un tribunal de Nuremberg pour l'Algérie coloniale.
Ce texte n'est jamais passé. Mais aujourd'hui, on peut le faire passer. On peut le récupérer. De Gaulle, Madame Braham de Gaulle a voté la loi d'armistice. Il a passé. Je vous remercie énormément d'avoir posé cette question. Alors, cette amnistie-là, il y en a eu 3. Il y a eu 3. Il y a eu la première amnistie dès la fin des accords d'Évian. La première amnistie, c'est pour effacer, parce que l'amnistie, ça veut dire quoi? Beaucoup de gens ne comprennent pas. L'amnistie, c'est effacer le crime, et si on efface les crimes, la conséquence du crime, c'est le jugement et l'incarcération des gens, donc il faut les faire sortir. Alors, comme il y avait la loi sur les tribunaux pénaux spéciaux, militaires, il n'existe plus. C'est fini. Ça, c'est la première des choses. On fait sortir tout le monde. Et on fait sortir tout le monde. On ne pouvait pas faire sortir les gens si on n'avait pas éliminé ça et on n'avait pas éliminé l'article de l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, c'est ça la première amnistie. C'est un nettoyage juridique. Et voilà. Ouais. Maintenant, nous avons les deuxièmes. La deuxième amnistie, elle est également importante. Et De Gaulle a été extrêmement malin. De Gaulle étant chef de l'État, c'est lui qui a ordonné tous les massacres en Algérie. Bien Je sûr. parle de 54 à 62. 1954 aussi. Exactement. Même Donc, 45, il était au commande en 45. Donc, lui, c'est surtout 54-62. Oui, je suis d'accord là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, il va falloir qu'on arrête cette histoire. Enfin, 58-62 pour être précis. Voilà. Parce qu'il arrive au commande en 58. Non, mais avant 54, il a déjà eu des il y avait jugements des commandes, c'est pas lui, criminels. c'est pas le Des responsable. jugements criminels. Oui, je suis Le d'accord. cas de Zabana, c'était Oui, tout à fait. quelques jours après le 1er novembre, n'est-ce pas? Donc, il fallait faire tout pour arrêter ce type de poursuite éventuelle contre qui? Contre les militaires. Oui. Parce que les militaires vont vous dire, mais nous, on a exécuté Les ordres. les ordres Voilà, tout à fait. du président. Donc pour les couvrir, pour les protéger, et pour ne pas être poursuivis en France, écoutez bien ce que je dis, en France, il fait une loi d'amnistie. Mais cette loi d'amnistie, qu'est-ce qu'elle vaut pour moi? Moi, victime des crimes coloniaux, elle ne vaut absolument rien. Elle vaut pour les militaires français en France. Mais elle ne m'interdit pas à moi, en tant qu'Algérien, victime, de demander mes droits. Je vous donne un exemple. Jamila Boubacha. Elle n'a jamais eu gain de cause, Madame Boubacha. Elle a déposé plainte. Non, c'est pas qu'elle n'a pas eu Sa gain plainte de n'a cause. pas été, Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui. Madame Boubacha a été Elle torturée. a été torturée en Algérie. Oui. Donc, ça a été la première femme, la première Algérienne, qui a déposé plainte contre le ministre de la Justice et également le général El Rey, qui gouvernait l'armée en Algérie. Et cette plainte n'a pas fonctionné en Algérie, mais elle a été transférée en France parce que c'est une plainte pour torture. Et un juge d'instruction a ouvert le dossier à Caen et il a commencé à instruire. Et effectivement, ce qu'avait dit Madame Jamila Boubacha était juste. Elle a identifié ses tortionnaires et l'affaire marchait très bien. Sauf que cette affaire est arrivée vers la fin donc, de la guerre d'Algérie. C'était en Mais 1960. le procès, il est toujours ouvert. Parce qu'elle n'a jamais reçu une ordonnance de classement de cette affaire. Il n'y a pas de classement. Et elle ne s'est jamais désistée de cette affaire. Ce qui me permet aujourd'hui, donc je suis en saisie de ce dossier pour dire que toutes les victimes algériennes ont encore le droit de demander leurs droits vis-à-vis de l'État français. Oui. Et c'est très clair, c'est au nom de la loi que je parle. Ce n'est pas pour faire diversion. La victime algérienne reste jusqu'à présent une victime. Et l'amnistie ne vaut que pour la France, c'est leurs affaires. Ils en font ce qu'ils veulent avec leurs militaires. Après cela, il y a eu la troisième. La troisième, c'est pour amnistier les gens de l'OAS. Tout à fait. Vous voyez comment De Gaulle a essayé de protéger au maximum ses militaires Son armée et ses et ses adversaires, militaires. tout simplement pour clôturer le dossier de Dans les l'Algérie. années 60, victime. faut préciser, ça a C'est détenté, une quoi. sorte de blocage, voilà, Voilà. Mais contre sur le plan du toute droit- plainte qui pourrait être déposée. Sur le plan du droit, c'est toujours Ça ne vaut valable. que pour eux. Ah ben, mais Madame Voilà. Boubacha continue, donc nous allons reprendre ce dossier, peu importe l'issue.
Mais nous allons le reprendre parce que la loi nous permet. Je peux Tout à apporter fait. une précision par rapport Oui, à Nuremberg, parce que c'est important de rappeler une chose essentielle que vous avez peut-être mis de côté, mais tout ce que vous dites est très juste. Nuremberg, effectivement, consacre, c'est un juif d'Europe de l'Est d'ailleurs qui va créer le terme génocide, donc ça veut dire tuer les gens parce qu'ils ont une ethnie particulière, ou une religion en l'occurrence. Et ce qui consacre Nuremberg, c'est qu'en Europe, ils ont réussi à créer un racisme entre Européens, donc des Slaves blancs contre les Occidentaux. C'est pour ça qu'ils ont massacré les Slaves à grande échelle, 26 millions de morts, rappelons-le, plus les Juifs, 6 millions de morts à peu près, et les Tziganes. C'est douteux. Oui, Il donne un chiffre, mais c'est Oui, ça douteux. mais c'est la symbolique qui compte. C'est contesté. Oui, c'est contesté, mais pour moi, c'est la symbolique. À la limite, qu'il y ait eu 1 million, 10 millions, 100 millions, c'est pas important. Ça reste un mort de trop. Mais ce qui est important, c'est que le caractère génocidaire, c'est un caractère qui caractérise le racisme. C'est-à-dire que le racisme est monté à un niveau très élevé en Europe où ils sont tués entre eux, mais avant, c'est ce que disait Aimé Césaire, on pouvait tuer autant qu'on voulait ensuite, ça ne posait pas de problème. Et ce qui est intéressant, c'est que l'objectif génocidaire, parce que personne ne va se vanter d'aller massacrer un peuple, personne ne le dira. Et on dit souvent qu'il faut qu'il y ait une intention génocidaire. Sauf qu'un tiers de la population, c'est un génocide, on est d'accord là-dessus. Mais le caractère, on est en plein 19e siècle, vous pouvez me confirmer, le racisme scientifique est installé, consacré, et c'est au nom de ce racisme, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on peut tuer de l'indigène à satiété, il n'y a aucun problème, puisque ce n'est pas les hommes, ce sont des sous-hommes. Untermenschen de la part oui, c'est ça, des Allemands. Et l'autre aspect. On les appelait des quasi-personnes. Tout sur le à plan fait. juridique. Les quasi, voilà. Mais de toute façon, c'était des sous-citoyens. C'est même pas les citoyens d'ailleurs. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un terme intéressant par rapport à ça, c'est que au nom de ce racisme, on va les traiter comme des animaux, des sous-hommes. Quoi. On Voilà. voit ça en Palestine. Je vous rappelle qu'on a ces termes aujourd'hui qui ressortent. Et ce massacre de masse qui va être perpétré, parce que c'est un massacre de masse indiscutablement, il va être fait sous le sceau de nous sommes des êtres civilisés, ce sont des êtres inférieurs. Voilà, cette mission civilisatrice. Voilà. Donc c'est un mensonge évidemment historique. Mais il y a des débats à l'Assemblée nationale à l'époque. Hein. C'est-à-dire que les Français, juste pour célébrer les 100 ans de la colonisation, considèrent que c'est fini, il n'y a plus de bataille. Et en vérité, à l'Assemblée, les textes dont vous parlez remontent et font débat. Parce que ces militaires se vantent d'enfumer, de tuer, de massacrer. Et ça, c'est important de le rappeler, que le caractère raciste lié à la domination d'un peuple qui se croit civilisé sur un autre peuple va conduire à des millions de morts. Très bien, Gamal Abina. Effectivement, c'est à peu près le même processus de toutes les guerres coloniales qu'on est en train de voir aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe à Gaza. Pourquoi, par exemple, en Ukraine, c'est pas la même chose? Pourquoi ce n'est qu'à Gaza où on essaie de déshumaniser pour tuer de manière plus facile? D'ailleurs, là-bas, on s'en vante justement de faire des crimes de guerre. Justement, j'aimerais revenir vers vous, Idir Hachi, par rapport à ces crimes coloniaux et justement par rapport à la période de résistance, parce que c'est un petit peu votre dada et votre spécialité. Vous savez que durant cette période, pour un petit peu étouffer les mouvements de résistance, il y a eu beaucoup de dépossessions de terres, comme je le disais tout à l'heure. Il y a eu aussi des déportations. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup d'Algériens qui ont été déportés et dans des conditions de misère, pour la plupart qui ont donc perdu la vie juste donc en cours de cette déportation. Donc vous voyez, il y a eu réellement des faits que il y a eu carnage, qu'il y a eu crime de guerre en Algérie, et ça ne date pas seulement de cette période de guerre de libération. Oui, absolument. Je voudrais revenir, si vous le permettrez, si vous le permettez, sur la notion de guerre. Il est vrai que la notion de guerre s'applique aux situations de confrontation armée, donc opposant les armées régulières de deux États ou de deux coalitions d'États. Ceci dit, je pense qu'il faut prendre en considération la particularité des situations coloniales, particulièrement les situations coloniales longues, comme dans le cas de l'Algérie, 132 années de colonialisme et de colonisation. De colonisation de peuplement. Et une colonisation de peuplement. Elle présente la particularité de n'être pas seulement une colonisation, disons, militaro-administrative, mais également une colonisation de peuplement. La particularité des situations coloniales, c'est évidemment non seulement d'empêcher les peuples colonisés de disposer du meilleur moyen de s'affranchir, c'est-à-dire de se constituer en armée régulière, mais davantage que cela, de réduire le plus drastiquement possible le moyen d'y parvenir. De ce fait, je pense que cela montre toute la valeur, toute la vigueur, toute l'importance justement de la vaillance de la résistance algérienne qui s'est opposée à une véritable sauvagerie et qui s'y est opposée de manière organisée, structurée,
vigoureuse jusqu'en 1871 au moins. Je dis jusqu'en 1871 au moins parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette séquence de 1871. Et qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que c'est une séquence organisée, structurée. Nous avons la lettre que Mohamed Ben Hadj Hamad El-Mokrani adresse au général Augereau, commandant supérieur des forces de terre de la province de Constantine, le 14 mars 1871, qui s'apparente véritablement à une déclaration de guerre. Il lui dit que chacun se saisisse de son fusil, car je m'apprête à combattre. Nous avons également les archives du procès de Constantine qui montrent que la famille des Bel Haddad avait constitué un capital économique de 600 000 francs lourds qui s'apparente à un trésor de guerre. Oui, à l'époque, c'était une fortune. Le Cheikh Haddad, non, pardon. Nous avons également des hauts faits, des faits significatifs. Nous avons des localités et des villes qui sont momentanément reprises en 1871. Je pense notamment à l'espace ksourien, au Ksour de Ngoussa, de Tougourt, de Ouargla. Je pense au centre de colonisation de Bourj Bouariri. Je pense à la localité de Msila, à la localité de Tizi Ouzou, sans enlever à la vigueur des blocus qui ont été menés par les forces algériennes de 1871 autour d'autres Finalement, c'est une points. insurrection à caractère national, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas une région plus que d'autres. C'était vraiment, c'était des insurrections avec, si vous voulez, en toile de fond, voilà, le caractère national. Non, l'étendue géographique de 1871, on peut dire qu'elle embrasse la quasi-intégralité du territoire national. Et pour le prouver, il faut faire appel à ces acuités d'observation qui permettent de contester, de remettre en cause notamment les séquençages convenus. Vous avez la séquence des Oulad Sidchir dont les bornes chronologiques sont fixées en règle générale à 64-65 avec des persistances jusqu'en 70. Or, ce que l'on constate, c'est que cela ne résiste pas à la confrontation des faits, puisque les Oulad Sidchir mènent des combats jusqu'en 1871 et même au-delà en 1878-79. Donc il y a un constat objectif de croisement, de superposition des séquences des Oulad Sidchir et de 1871, laquelle séquence des Oulad Sidchir survit à la répression de 1871, puisqu'elle est encore vivante en 1876 avec la séquence des Amri, elle est toujours là en 1879 avec la séquence des Aurès, et on peut même dire qu'elle trouve un second souffle avec le déclenchement de la séquence conduite par Bouamama en 1881. Pour en revenir maintenant sur les matrices fondamentales, c'est un point important, parce que ça montre que ces séquences puisent leur élan à la même source, au même moteur, aux mêmes matrices, et qu'elles poursuivent les mêmes objectifs. Nous avons abordé la matrice patriotique, on n'a pas trop le temps de s'appesantir, mais il y a évidemment la défense de l'identité et de la religion, il y a la défense de la terre qui est extrêmement importante. Et qu'il est possible d'établir au moyen de faits objectifs apportés par l'information historique. Nous avons également... Je voulais souligner que ces insurrections, cette résistance populaire a été accompagnée de crimes massifs. Par exemple, je vous arrête pendant 2 minutes seulement. Thomas Bugeaud, qui est un général maréchal de France de sinistre mémoire, il disait: fumer-les à outrance comme des renards à propos des Algériens. Lorsqu'il parlait des peu de cas qu'ils faisaient des Algériens. Allez tous les ans leur brûler leur récolte ou bien exterminer jusqu'au dernier. Et c'est assumé dans leur écrit. Et je voulais parler aussi de Saint-Arnaud, malheureusement une ville de l'Est algérien qui est l'Alma. Les Algériens continuent à l'appeler Saint-Arnaud, donc Saint-Arnaud est un criminel de guerre. C'est quelqu'un, Victor Hugo était très prudent à l'époque. Il disait à propos de Saint-Arnaud, ce général:
Ce général avait les états de service d'un chacal et le crime émet en lui le vice. C'est quelqu'un qui a commis des massacres. Il y a beaucoup de noms de ces généraux, parce que ces massacres, Madame Benbrahim, Monsieur Idé, peut-être vous pouvez confirmer, ne sont invisibles en France à ce jour. Ils ne sont pas dans les manuels scolaires. Il n'y a pas d'histoire, ça n'a pas été écrit. Les correspondances existent, Tout à fait. mais ces crimes sont toujours. C'est pour ça qu'on Même la lorsqu'on. reconnaissance Oui. des criminels eux-mêmes. Oui. Pélissier a écrit des livres. énormément Il a de- écrit un livre qui a été traduit en Algérie, par exemple. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a des aveux aussi de chefs militaires. On a toujours caché Ils s'en la vantent, c'est pas- vérité. ils s'en vantent. Ils s'en Ils s'en vantent, vantent, oui. voilà. On a toujours vu avec caché Oussares aux aussi. Français cette histoire coloniale. Et ça, je crois que c'est un véritable crime, un nouveau crime que la France a commis au nom de ses enfants. Parce qu'un peuple qui ignore l'histoire de ses pères, c'est un peuple qui ne peut jamais se projeter dans l'avenir, ni avoir des relations Oui. apaisées avec l'Algérie. Alors, Monsieur Idel Hachi, oui, oui. Par rapport à ce qui a été dit. Oui, c'est vrai qu'on ne vous a pas beaucoup donné la parole aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave. Je laisse les professionnels du métier en parler et puis j'écoute avec beaucoup d'attention comme Oui, le allez-y, téléspectateur. Non, sur le crime, vous savez, un crime sans reconnaissance, c'est un crime qui continue. Bien sûr, ce sont tous des crimes continus. Est-ce qu'on peut laisser juste Oui. Idir Hachi quand même poursuivre son idée brièvement Brièvement Idir, sur les pour essayer matrices quand même d'avancer. fondamentales de la résistance Oui. algérienne, il y a également, pour finir et conclure, la défense des structures traditionnelles, notamment des structures de commandement, d'autorité et d'encadrement de la société, type Djouad, noblesse guerrière et aristocratie Oui, c'est vrai. foncière, les Aouïas, les pôles confrériques. Il y a également la défense qui est importante de la Jamaat Tajmaat, qui est une institution commune à l'ensemble, à la totalité de l'Algérie. On la retrouve un peu partout sous différentes appellations. Tajmaat, Jama'a, Tamna à Ouargla ou Amnay chez les dans l'espace touareg. Il appartient aussi aux historiens algériens. Pour Vous êtes rejoindre en ce que train dit de Madame- dire que finalement ils étaient très bien organisés, Très bien contrairement organisés. à ce qu'on Non, croit. au-delà- Parce qu'on a peut-être, pardon, juste pour conclure, c'est-à-dire on a l'impression que c'était des mouvements complètement anarchiques, que chacun Oui, parce qu'on résistait de voulait son pas côté, nous- alors que non, Ah, c'était parce que les structuré Algériens- en armée. Parce que l'armée coloniale, quand elle est venue en Algérie, on pensait nous civiliser. Ils ont dit Oui, ça. bien sûr, ils Ils ont pensaient. commis parce qu'ils ont effacé l'existence de palais, de jardins, d'organisations Tout à fait. sociales. Moi, je voulais poser une question, M. Idé, par rapport au rôle des historiens algériens. Parce que c'est vrai que du côté français, on ignore ces crimes, on a tendance à ne pas qui n'existent pas, mais peut-être le rôle des historiens algériens, des jeunes historiens comme vous, est justement de faire des recherches, de continuer à faire des recherches pour parler de cette période. Parce que les résistances populaires restent toujours le maillon faible d'écriture de l'histoire de la colonisation en Algérie. On parle beaucoup de la... C'est vrai que c'est très Guerre de important, libération. 1954-1962, mais on oublie de parler de ces crimes massifs, des génocides, pour reprendre les termes de Mme Brahim, ne sont pas vraiment mentionnés dans les livres. Oui, Il n'y a pas absolument. beaucoup de livres sur cette période. Bon, il faut avoir accès aux archives et pouvoir les exploiter. Mais comme l'a dit le professeur El-Corso tout à l'heure, Mohamed Oui. El-Corso, il y a effectivement de nombreux écrits, non pas des archives, mais des sources du 19e siècle qui permettent notamment d'établir que les razzias du 19e siècle Par exemple. sont véritablement au cœur de la fabrique du crime colonial. Elles en sont véritablement le laboratoire. Or, ce que l'on constate, c'est que l'information historique accompagnant la description de ces razzias tourne le plus souvent autour des biens matériels dont l'armée coloniale française s'empare par la force au XIXe La siècle. prédation. Alors pourquoi? Il faut se poser la question. Tout d'abord, pourquoi une armée dotée de sa langue, de sa terminologie militaire, qui compte alors à l'époque parmi les deux plus grandes armées du XIXe siècle, avec l'armée britannique, choisit d'emprunter à la langue arabe ce terme de razzia? Un premier élément de réponse réside dans l'intérêt qu'ils avaient de recourir à une notion non juridique qui n'a pas d'existence en droit et qui permet d'éviter C'est très de pernicieux. recourir aux notions de spoliation et de pillage que même le droit, disons, militaire de l'époque condamnait même dans le principe. L'autre intérêt résidait dans le fait de concentrer l'acception, la compréhension, l'entendement, le sens de cette notion
de razzia autour de l'aspect matériel au détriment de beaucoup d'autres, car la razzia est en fait une notion équivoque dans le sens où elle renvoie à une variété d'exactions. Je passe, elle est synonyme de mise en captivité et de prise d'otage. Par exemple, en juin 1843, on sait que l'armée coloniale détient 10 000 prisonniers de guerre. Je n'ai pas le temps de citer des exemples. Tout à fait. Les razzias, elles sont également destructrices des moyens de production et de l'infrastructure de thésaurisation des silos à grains, ce qui concourt évidemment à côté de la dépossession foncière, des séquestres, du cantonnement des tribus, à fabriquer des famines. Les razzias sont également destructrices de villes, de villages. J'ai pas le temps de citer des exemples. Elles sont éminemment meurtrières, d'abord au moment où elles s'exécutent. Or, ce que l'on constate, c'est que le compte des tués n'est pas systématiquement documenté, loin s'en faut. Elles sont également meurtrières dans leurs suites immédiates. Un exemple, Saint-Arnaud, cité par M. Mataouis tout à l'heure. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Que de femmes et d'enfants réfugiés dans l'Atlas, ils sont morts de froid et de misère. Ça, c'est tout de suite après. C'est très intéressant ce que vous dites, Monsieur Idel Hachi. Oui, allez-y. Elles sont meurtrières également à moyen long terme, puisqu'elles privent les survivants de leur foyer, des moyens de subsistance, de production. Elles les jettent sur les chemins de l'errance, de la famine, de la faim, de la soif, de l'exposition aux maladies, de l'exposition aux épidémies, aux intempéries, aux canicules de l'été, au froid hivernal et aux longues marches harassantes. Bref, les razzias sont un redoutable instrument de mort. Or, la description de ces razzias est très peu loquace sur le compte des victimes, notamment dans leur volet incendiaire. Et d'ailleurs, dans l'intimité... Monsieur Hachi, brièvement, parce qu'on est encore avec nous, Monsieur Korcho, s'il vous plaît. Merci. Oui, allez-y. D'ailleurs, dans l'intimité de la correspondance adressée aux proches et aux amis, c'est lorsqu'il est question de razzia que quelques officiers de l'armée coloniale se laissent aller à qualifier les exactions qu'ils commettent en Algérie de guerre d'extermination. C'est le cas de Montagnac dans une lettre du 24 janvier 1943 où il dit « Si je me laissais aller à ma verve d'extermination, je vous en remplirai 4 pages » ou encore Saint-Arnaud, le 28 mars 1843, « Voilà la guerre d'Afrique, on se fanatise à son tour et cela dégénère en guerre d'extermination. » Merci beaucoup, Idel Hachi. Je pense que vous étiez en train de parler et moi j'étais en train d'imaginer un peu. C'est une scène de film au fait. Ça aurait très bien pu être une réalisation de film. Monsieur Korcho, je me tourne vers vous parce que quand même je vous avais promis que j'allais revenir vers vous. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a réellement un lien indélébile entre ces mouvements de résistance algériens et bien sûr la guerre de libération, que le fil est tout tracé et cousu? Monsieur Korcho, je suis resté. Merci beaucoup à vous d'avoir été patient. Heureusement. Bon, je ne répondrai pas à votre question, je répondrai à autre chose. Allez-y, faites-le. Qui a trait, en fin de compte, au débat qui vient d'avoir lieu. On a fait, sans faire le procès de l'université, en disant que, à la limite, il n'y a pas de recherche. Bon, je me permettrai d'abord de signaler quelques noms, de citer quelques noms de nos professeurs qui ont travaillé sur la question, sur le combat anticolonial au XIXe siècle, sur les séquestres. Je citerai 3 ou 4 noms d'Algériens. Je citerai d'abord Djilali Sari, Rabbi Shfi. Je citerai également Ben Chenhou. Je citerai également Omar Bessaoud, qui a fait un travail monumental sur la dépossession. Je citerai également Madame Bouba, qui a fait un travail également monumental, qui j'espère sera prochainement publié, qui a été présenté lors d'une rencontre, lors d'un séminaire organisé par la commission algérienne Histoire et Mémoire à l'université de Tlemcen. Je ne citerai pas également Pronon, Nouchi, Lacoste, Galissot, qui ont été les pionniers dans ce domaine-là. Hein? Je voudrais faire la différence. Je voudrais vous inviter d'abord, permettez-moi de le dire comme ça.
je voudrais vous inviter à lire ce qui a été écrit en langue arabe. D'abord par mon collègue Yahya Bouaziz, qui a fait un travail monumental sur les résistants. C'est vrai, son travail est exceptionnel. Qui a fait un travail sur le combat anticolonial, ce travail continue au niveau de l'université. Hein? Il faudrait également voir ce qui se passe du côté de l'université. Il faudrait consulter le listing des travaux. Malheureusement, ne sont pas tous publiés. Certains sont publiés et d'autres ne sont pas publiés. Bon, il faudrait faire la différence entre recherche historique qui se fait à l'université, qui se fait dans les différents centres de recherche, qui se fait dans les différents centres dans les différents laboratoires de recherche, et, là je vous l'accorde, la culture historique. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. On vient subitement de nous réveiller. Depuis 3-4 ans, on s'est réveillé à cette question d'histoire-là qui fait, jour et passez-moi l'expression, qui fait le buzz. Bon. C'est bien parti et c'est bien et c'est le moment. Bon. Maintenant, je reviens à un autre élément. Pardon. Je reviens à un autre élément. L'élément fondamental, c'est le lien qu'il y a et qu'il devrait y avoir entre histoire et droit. Et je partirai simplement du concept de génocide. J'ai eu le plaisir de faire la préface du livre de Annie Goldziger, hein, sur le mai 45, où j'ai parlé de génocide. Ce terme a été récusé. Pourquoi il a été récusé? Parce qu'il s'applique à un moment donné de l'histoire, à un peuple donné de l'histoire, à savoir les Juifs. Et donc, c'est comme s'il y avait une espèce de khassia, une espèce de particularité. C'est comme si ce concept était phagocyté et les autres peuples, les autres nations opprimées, brimées, n'ont pas le droit de l'utiliser. Oui. J'appelle à travers cette chaîne, effectivement, à organiser un symposium entre universitaires, entre spécialistes, pour débattre des questions de l'histoire, du droit, de l'anthropologie, pour débattre des questions de concepts qui sont essentiels. Merci beaucoup, j'ai été très long. Je le comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Khourso Mohamed, d'avoir été compréhensible quand même avec nous, parce qu'on est quand même tenu par un timing. Bien sûr, je vous promets qu'on aura d'autres occasions où vous serez notre invité avec beaucoup de plaisir. Merci également, Edil Hachi, pour d'avoir été avec nous et pour toutes ces explications. Maître Ben Barham, restez avec nous. Le débat se poursuit pour la troisième partie de l'émission. Tout de suite.